Non. Non, désolé, non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, soyez les bienvenus dans cette petite critique consacrée à la série Netflix Senseiya Knights of the Zodiac, deuxième partie de la première saison. Je préviens, je vais spoiler, voilà, comme ça on est en terrain conquis. Et au cas où, j'ai déjà fait une review de la première partie au mois d'août dernier, donc si vous voulez aller les voir, il y aura le lien à la fin de la vidéo. Et voilà, je dis ça parce que je vais essayer d'être un peu plus concis, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, même si ce serait nécessaire, car selon moi, ici, les quelques qualités et les nombreux défauts que la première partie a mis en avant dans sa production sont toujours de mise. La série n'a pas vraiment évolué. Alors je vais déroger à mes habitudes et commencer par les rares points positifs que j'ai constatés, en tout cas de mon point de vue, car je le précise, c'est totalement subjectif. Et j'en profite au passage pour vous encourager dans les commentaires à me donner votre avis, que ce soit sur la série ou confronter votre opinion au mien. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, ceux qui dislikent la vidéo, j'ai aucun problème avec ça. Mais dites pourquoi, n'ayez pas peur, je veux dire, on est là pour échanger aussi, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Voilà, donc j'ai envie de souligner quand même que les décors pour moi sont plutôt bien réalisés, donc sur le plan graphique. Alors c'est vrai que je l'avais déjà dit dans la première saison, mais ici j'ai envie d'insister par exemple sur des détails. Les décors lorsqu'ils sont statiques si je puis dire, ça va, mais c'est particulièrement quand il y a du mouvement dans l'eau, dans les vagues, eh bien ça rend particulièrement bien. Voilà, je tenais à rendre à César ce qui appartient à César. Tirer sur une ambulance c'est facile, mais j'essaye de trouver une petite contrepartie. Voilà, rien n'est jamais totalement noir, rien n'est jamais totalement blanc, bref. Non, pour moi, il y a un point concret. Ça vaut pour les deux premiers épisodes. C'est que je trouve que le rythme est bon. Donc, pour rappel, les deux premiers épisodes sont ceux qui sont consacrés à Misty, puis à Moses et Astérion. Là, ça marche. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été rushé. Or, le rush, c'est probablement, avec les défauts d'animation, le reproche principal qu'on a fait à la première partie du mois d'août. C'était méga rushé. Ici, on voit bien qu'ils essayent de prendre un peu leur temps. Ils reconstituent, selon moi, plutôt fidèlement ce qui se passe dans le manga. Les combats ne semblent pas trop rapides, trop expéditifs. J'ai parfois même l'impression qu'ils ont lu nos commentaires, même si je pense que dans le fond, c'est peut-être un peu naïf de penser ça, mais bref, c'est un autre sujet. Et là, je me dis, ils vont vraiment s'en tenir à la version de Kurumada, ils vont plus trop oser aller oser quitter les sentiers battus, pardon. Alors que si, on verra ça par la suite. Voilà, seulement j'ai un gros mais, et là c'est pas loin d'être du niveau de Shun est une femme, c'est le traitement de Misty. Bon, c'est pas de la perversion, mais pour moi, pour le dire platement, il fallait le voir nu. Mais bien entendu, on ne sait jamais si vous regardez ma critique, que vous suivez la série, mais que vous n'avez pas lu le manga, c'est peut-être possible. Vous devez vous demander de quoi je parle. Non, je ne suis pas un pervers. Donc je l'explique pour ceux qui ne seraient pas au courant. Misty, dans son combat contre Seiya, à un moment donné, il se fout à poil parce qu'il saigne. Ou il a du sang sur lui en tout cas. Peut-être est-ce le sang de Seiya, j'avoue, désolé, mais à culpa, je crois que c'est son sang à lui, mais peu importe, il se sent souillé. Il se sent impur et du coup, il doit laver son corps pour se laver de ce péché, si on peut dire, comme si c'était un péché d'avoir du sang sur soi. Bon, c'est quelqu'un de terriblement narcissique, de très mégalo. Et voilà, l'intérêt derrière tout ça, c'est que ça raconte quelque chose. Je suis un peu en train de le dire, voilà, c'est un personnage qui avait de l'épaisseur. C'est peut-être aussi pour ça que ça en faisait, au travers de son côté notamment androgyne, un des chevaliers d'argent les plus charismatiques et les plus appréciés, je pense, de la série. Et donc, retirer ça du combat, ça enlève de son aura. Il n'y a rien à faire. Ça reste aussi une censure de Netflix. On le sent. Au même titre qu'un mec efféminé, sensible, enfin Shun, ne pouvait pas être un homme selon eux. Ici, ils n'en ont pas fait une femme de Misty, c'est vrai. Waouh, quel miracle, mais voilà. Il fallait pas montrer quelqu'un à poil. En gros, c'est ça. Et pourtant, que ce soit dans le manga ou dans l'anime de 86, car oui, je fais des références à l'anime, bon, on va pas se mentir, c'est présent dans tous les esprits, probablement plus que le manga d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de gens, ou même des fans qui ont vu l'anime mais pas lu le manga.
Et manifestement, les créateurs de la série ont vu l'animé, puisque les codes couleurs des armures, des cheveux, etc., bah, c'est ceux d'animé. Bref. Voilà, grosse bémol à ce niveau-là. Et ce qui m'agace d'autant plus, c'est que justement, par la suite, la série va même trop se poser. Il y a des dialogues qui sont interminables et parfois même inutiles. Dans l'épisode 3, juste avant que Jamian ne débarque, enfin c'est Corbeau plus précisément, on a un petit dialogue entre Athéna et Seiya. Bon, chacun lira les choses comme il le veut, mais pour moi, ça servait à rien. C'est le genre de dialogue fleur bleue, comme c'est vrai, on en a beaucoup dans la série. Mais vous rushez d'une manière générale votre création, votre produit, en tout cas dans la partie du mois d'août, mais vous vous attardez sur des dialogues sans intérêt. Virez ça et mettez la séquence où Misty se lave, enfin je sais pas, bon. Et en parlant de passages qui vont plomber le rythme, bah, j'y viens déjà à la fin avec Vander Gourard, je crois, si j'ai bon souvenir il s'appelle comme ça, hein. Personnage donc créé de toutes pièces pour cette version Netflix. Là aussi, on va avoir une scène d'exposition qui va sans mentir durer, je crois, 10 minutes, où il explique un peu tout ce qui l'oppose à Mitsuma Sakido, il nous refait un peu tout l'historique qu'on a déjà eu dans la première partie. Et en gros, pendant une moitié d'épisode, on se bat pas. Je dis pas que dans l'absolu, c'est bien, c'est vrai que même dans les films d'action, dans les séries d'action science-fiction, il faut qu'il y ait des passages plus calmes, bien sûr. Mais ici, vous voulez tout condenser en 6 épisodes, vous nous promettez un arc des Silver, au final, après 3 épisodes, il n'y a plus de Silver. Et le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est que c'est au détriment de passages iconiques. On a eu donc le passage Misty Nu, mais on en a un autre qui me fait gueuler. C'est le combat en lui-même entre Shiryu et Argol de Persée. Au même titre que Misty, je pense, Argol est un personnage mythique de la série Senseiya. Enfin bon, en tout cas parmi les Silver. Et probablement que leur combat est celui qui a le plus marqué les esprits. C'est lors de ce combat que Shiryu perd la vue, on le sait, voilà, je vous apprends rien. Là pour le coup, le rush, il est revenu en force. En gros, il débarque, les bronzes et Athéna sont face à lui. Il en transforme 2 en pierre, si je me souviens bien, Shun et Yoga. Les autres, ça commence aussi. Shiryu, ni une ni deux, boum, ils se crèvent les yeux, ils sont même pas encore battus. Et il fait ça avec une facilité déconcertante, un peu comme s'il disait, bon, je vais racheter du beurre, il nous en manque. Je reviens dans 5 minutes. Enfin bon. Et ensuite, one shot. Voilà. Hop. Il bute Argol. Sans aucune difficulté. Ça reste un Silver. C'était beaucoup plus tragique que ça dans l'histoire d'origine. Donc non, je suis désolé. Ou alors vous rushez tout, mais rushez des passages essentiels pour aller foutre vos dialogues. Enfin bon. J'y viens justement ces 2 derniers épisodes. Alors c'est sûr, j'ai 37 ans, oui, j'ai grandi avec le Club Dorothée, comme à mon avis la plupart d'entre vous les fans, je présume. Donc forcément, je ne suis pas le public visé. Alors je sais qu'il y en a qui vont gronder en m'entendant dire ça. Oui, je continue de penser que cette série vise plutôt le jeune public, ce qui explique peut-être les censures, j'en sais rien. Mais je suis aussi d'accord pour dire que ça ne peut pas tout excuser non plus. Un ton un peu plus léger, la bouche d'égout dans la première partie qui parle, admettons, bon. Tout comme je ne suis pas contre le fait de prendre des libertés, je ne vais pas me dédouaner de ce que j'ai dit il y a 6 mois. Mais je suis désolé, les 2 derniers épisodes, ce n'est même plus du Senseiya. Non seulement ça a entraîné l'esprit, on est plus proche selon moi de Transformers que de Senseiya. Et c'est totalement extirpé du manga. Alors, j'en vois venir certains, surtout s'il y en a d'entre vous qui me connaissent un petit peu, vous allez me dire, bah Asgard aussi, dans l'animé de 86. Oui, mais au moins, ça respectait l'esprit. Ils avaient toujours des clauses. Enfin bref, bon, je ne vous refais pas l'historique, mais c'était tout à fait ancré dans l'esprit Senseiya. C'était fait de la même mouture. Qu'ici, non, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Alors bon, je peux comprendre qu'on n'ait pas vu tous les Silver, surtout en 6 épisodes, même si Babel serait été le bienvenu. Certains vont dire qu'il n'y avait pas Capella, pardon. Ouais. Personnellement, Babel, voilà, je trouve qu'il a eu un chouette combat quand même face à Yoga. Je pense que c'est un chevalier qui a quand même marqué, mais bon voilà. On va pas entrer dans les détails, je suis d'accord pour moi, il doit y avoir quelques différences. Faire du papier carbone un sosie du matériel d'origine n'a plus aucun intérêt selon moi. Voilà, bon, maintenant ça se discute.
Mais faire quelque chose de totalement différent, parce que le gars, faut pas oublier, il se bat, il est dans une espèce de robot. Et puis le cliché aussi, je suis désolé, le grand scientifique qui crée des machines pour tuer l'homme, et puis ça marche pas, et puis il devient lui-même la machine. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 100 000 fois, quoi. Enfin bon, je vais pas trop m'attarder sur cette partie. Pour moi, elle est pas bienvenue, mais c'est là qu'on sent probablement la machinerie américaine. Bon, j'ai rien contre les Américains, mais on sent qu'ils ont voulu mettre ça un peu à leur sauce. Ça fait plus Power Rangers que manga, je trouve. Et on sent que là, on sent vraiment qu'ils visent le jeune public, me semble-t-il. Voilà. Je voulais faire une petite aparté. Alors, je ne sais pas si c'est... si je me fourvoie complètement. Mais, bon, j'habite en Belgique. Le Netflix Belgique nous proposait d'office la version japonaise. Chose qu'il n'y avait pas déjà dans la première saison. Enfin, dans la première partie. Parce que oui, pour rappel, nous sommes toujours dans la première saison. Et au passage, ils ont apparemment déjà confirmé la saison 2 avant même la diffusion de cette seconde partie qui a commencé hier. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais normalement c'est quand même si l'aspect graphique, c'est la Toei Animation qui s'en charge, pour le reste, c'est Netflix, c'est une production américaine. Dans la première saison, la VO c'était en anglais, je me souviens qu'Yoga s'appelait Magnus, Shiryu s'appelait Lang, et alors oui, petit aparté, désolé, je fais digression sur digression, mais justement dans cette version japonaise, je ne sais pas si vous entendez comme moi, mais Shun est toujours une femme, donc il devrait s'appeler Shaun, mais j'ai vraiment le sentiment que le personnage l'appelle Shun. Bon, je le prononce à la française volontairement pour que vous voyez où je veux en venir. Il lui donne son nom masculin, enfin il me semble. Il y a un souci quelque part aussi là, mais bon. Pourquoi la version japonaise serait-elle devenue la VO? Est-ce que c'est Netflix qui se fourvoie, alors que la VO est toujours normalement bien la version anglo-saxonne? Ben voilà, moi j'ai bêtement fait confiance à Netflix. D'ailleurs, je vous avoue, les 15 premières minutes de l'épisode avec Misty, j'ai vu que du feu. Je suis tellement habitué à voir Senseiya en japonais que pour moi c'était normal. Puis à un moment donné, je me dis, mais attends, non, ça me saute. Enfin voilà, ça m'est revenu à l'esprit. Je serais curieux si vous savez me dire dans les commentaires si vous aussi, vous les Français, je sais que je suis beaucoup regardé en France, si vous aussi, votre Netflix vous indique VO japonais. Est-ce que c'est une erreur de Netflix ou alors je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé en coulisses ou alors est-ce que la production est totalement passée au Japon? Bref, bon, vous direz, ça ne change rien à l'histoire. Voilà, je l'ai dit, je vais essayer de ne pas m'éterniser. J'ai pas envie de faire une review d'une demi-heure comme l'autre fois. Parce que je me rends compte que ça peut être peut-être un peu indigeste. J'aurai encore des critiques à faire sur l'animation, mais tout ça, je l'ai déjà dit lors de la première vidéo. J'ai juste quand même envie d'assister sur les cheveux des personnages. Je l'avais pas dit ça la première fois, même si c'était déjà le cas, mais j'ai l'impression plus que jamais, que désormais les cheveux des personnages, ils ont le même niveau de finition que ceux que les premières mid-close de 2003-2004 avaient. Des cheveux très grossièrement esquissés et qui ne bougent pas. Quand il y a du mouvement, bon, les personnages, oui, ils sont en mouvement, on le voit, ça va encore plus ou moins, pardon, ça dépend des moments, mais bon, peu importe. Mais les cheveux, non, ils sont figés, il y a du vent, la mèche, elle bouge pas, il y a de l'énergie qui leur vient dans la gueule, pareil. Voilà, je voulais pousser un petit coup de gueule là-dessus. On attend un peu plus qu'une mid-close de 2004 à l'écran, quoi. Voilà, bon, je n'ai pas été exhaustif. Je suis désolé, j'ai essayé de relever les points principaux, les trucs qui m'ont scandalisé. J'oublie certainement des trucs qui me reviendront, auquel cas je vous le dirai dans les commentaires. Mais je vous invite surtout, vous, je le répète, à me donner votre avis sur cette série, à rebondir sur les trucs que j'ai dit, vous êtes d'accord ou pas, peu importe. Voilà, et ben, je profite de cette vidéo pour vous remercier car je devine que ceux qui me regardent en ce moment, pour beaucoup, vous êtes déjà ceux qui me suivent au travers de mes vidéos avec les mid-close justement. Et notamment remercier les figurines de The CNS, la chaîne que vous devez forcément connaître j'imagine. Donc Run, je te remercie encore pour ton soutien. Et voilà, je sais c'est des trucs que je dis en commentaire forcément, mais je trouve que c'est plus sympa, plus chaleureux de pouvoir vous le dire de vive voix, face caméra, je saisis l'occasion. Et désolé pour les autres si vous ne comprenez pas. Mais voilà, je vous invite à aller voir mes autres vidéos donc, où je reconstitue la bataille du sanctuaire avec les 12 maisons. Je profite pour dire que le 5 février, si je ne dis pas de bêtises, pour rappel, ce sera le nouvel épisode. Je ne vous dis pas avec quel chevalier, voilà, vous verrez. Sinon, je vous remercie aussi bien sûr d'avoir suivi cette vidéo-ci. Merci aux nouveaux venus, pensez à vous abonner s'il vous plaît, liker, disliker, commenter, voilà, ça aide la chaîne.
voilà, j'ai fait le tour je pense. Encore un grand merci, portez-vous bien et à très vite alors. Ciao!